Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui, on va aborder la biologie moléculaire dans ce cours magistral. On va parler de chromosomes ADN, donc c'est un grand cours introductif sur la biologie moléculaire. C'est vraiment une matière à part entière. C'est pas de la biologie cellulaire, c'est pas de la biochimie, c'est pas de la chimie organique, c'est un entre tout ça. C'est un entre-deux de tout ça. Et donc du coup, c'est vraiment une matière à part entière qu'on vous package en général dans une grosse matière qui s'appelle genre biomolécules en première année. Vous avez à la fois de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la biologie moléculaire, bref, un petit peu un fourre-tout. Et donc moi, j'ai vraiment divisé ça en une matière à part entière. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais, à l'issue de ce cours, qui va quand même durer une bonne heure, j'aimerais que vous maîtrisiez le concept de nucléotide. Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'aimerais que vous puissiez distinguer entre nucléosides et nucléotides surtout. Voilà, distinguer les points là. Classer et connaître un peu les bases puriques, AG, les bases pyrimidiques, CTU, qu'on puisse un peu comprendre comment est structurée la molécule ADN à partir d'un concept de double hélice, d'accord? Comment ça marche tout ça, avec les fameuses liaisons phosphodiester. Comprendre la dénaturation, l'hybridation, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut voir. L'ADN, l'ARN, il y a pas mal de choses. On ira quand même beaucoup plus loin. Parce que j'aimerais bien vous expliquer comment tout ça se met en œuvre d'un point de vue compactage. Parce que on verra le concept de nucléosome, on verra les niveaux de compaction de l'ADN, le chromatine, l'hétérochromatine, le chromosome métaphasique, un petit peu de karyotype rapidement. Il y a quand même pas mal de choses. Et je pense que, ça gère pas mal. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors, on va commencer par le chromosome ADN. Donc, comme d'habitude, on met un certain nombre de petits schémas pour que vous puissiez comprendre étape par étape comment cela fonctionne. Alors, vous savez, vous, dans votre tête, vous savez la molécule ADN comme une double hélice. Je pense que ça, vous l'avez en tête. Maintenant, on va dans le détail. L'objectif, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la molécule ADN, certes, elle est en hélice. On verra pourquoi elle est en hélice et quelle est la structure, comment ça fonctionne, tout ça. Et il y a 4 bases azotées que vous devez maîtriser tout de suite. On a adénine, thymine, guanine, cytosine. Ok, ça, vous devez l'avoir en tête le plus rapidement possible. On peut aussi noter 2-3 bricoles rapidement. C'est que A va avec T et G va avec C. T fera donc 2 liaisons hydrogène et G avec C fera 3 liaisons hydrogène. Jusque-là, normalement, on commence à poser les bases. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. On va continuer petit bout par petit bout. Vous allez voir que ça devient intéressant. Alors, je vous parle un petit peu rapidement de comment tout ça se compacte et s'enchaîne, mais je vais bien sûr le revoir ensemble plusieurs fois aujourd'hui, puis comprendre le détail en fait. On a ce concept de double hélice. Ça, en fait, c'est la forme la plus microscopique, je dirais, de la molécule d'ADN. D'ailleurs, j'ai mis le petit pins molécule d'ADN, en relation avec le cours, bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que la molécule d'ADN, ça, c'est si on la déplie, ça fait une double hélice. Maintenant, si je commence à la replier, à m'amuser à la replier, je vais avoir des structures comme ça qui s'appellent des nucléosomes, d'accord, sous forme de collier de perles. On verra ça en détail. Il y a pas mal de petits trucs à voir. Et puis, ça va commencer à se super condenser pour former des fibres de chromatine. Vous voyez comment ça se condense? Donc ça fait vraiment un vrai tissu, quoi, un vrai truc sous forme de collier de perles. Là, ça fait un super collier, quoi. C'est vraiment le but du jeu. Et après, ça fait des grosses boucles de chromatine, d'accord? Et ces boucles de chromatine finalement forment des chromosomes sous forme de 2 chromatides, d'accord? Donc en fait, on parle d'un chromosome avec à l'intérieur un centromère et 2 chromatides qui sont séparés, d'accord? Reliés par le centromère ensemble, d'accord? Voilà ce que vous devez déjà comprendre en termes d'architecture. Mais ça, on va le revoir à plusieurs reprises, vous inquiétez pas. D'accord? Parce que si je revois un petit peu le nucléosome, on va revoir plusieurs fois les concepts à l'intérieur. Dans le nucléosome, en fait, on a ce qu'on appelle des histones. D'accord? Des histones qui sont en fait des protéines d'enroulement. Retenez ça tout de suite. Il en existe de plusieurs types. Donc vous voyez que là, je vous en ai mis quelques-uns. Vous, en première année, on vous bombarde avec des trucs qui sont un petit peu inutiles. Mais vous avez ça souvent. Vous devez comprendre par exemple les octamères d'histones, genre les 2 H2A, H2B, H3, H4, bref. J'ai envie de dire tout de suite là maintenant, c'est pas utile. Ce que vous devez tout de suite maîtriser, c'est le concept qu'il y a des histones qui sont des protéines d'enroulement, d'accord? Et donc en gros un nucléosome, c'est protéines d'enroulement plus de l'ADN, d'accord? Si t'as déjà en tête, ça c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà assez technique comme ça. Donc c'est vrai que vous allez étape par étape et puis on va commencer à avancer sur le concept des chromosomes. Donc de manière générale, le chromosome est composé de 2 chromatines, d'accord, avec un bras court, un bras long,
d'accord? Le bras court, on l'appelle P, le bras long, on l'appelle Q. On a au bout de chaque chromosome ce qu'on appelle des télomères, d'accord? On expliquera ce que c'est après, d'accord? Pour faire simple, ça, c'est un système qui permet de protéger l'ADN, hein, et qui empêche toute dégradation. Si tu retiens ça, c'est déjà très bien, d'accord? Et puis on a le centromère avec une protéine qui s'appelle le kinétochore. Le kinétochore, c'est quelque chose qu'on reverra quand je ferai un cours spécial sur la mitose. Il revient systématiquement, forcément, dans cette partie-là, d'accord? Alors, les chromosomes, on en verra un petit peu plus tard, mais vous savez qu'il existe 23 paires de chromosomes, d'accord? Donc ça fait 46 chromosomes. On a 22 paires, on dit autosomes, d'accord? Et une paire chromosomes sexuels, XX ou XY, d'accord? Alors, ça, c'est un piège classique de QCM, hein, j'essaie toujours de vous le dire, mais souvent on vous met par exemple 23 chromosomes, ok? Ou 46 paires de chromosomes. Non, non, c'est 23 paires de chromosomes et 46 chromosomes au total, d'accord? C'est plein de petits pièges comme ça que vous pouvez avoir en QCM, donc à chaque fois que j'aborde un truc, imaginez ce qu'on peut vous poser comme question en QCM. Alors comment ça s'organise dans le noyau? On l'avait vu dans un dernier cours magistral en biologie cellulaire sur l'introduction à tout ça. Dans le noyau, on a donc du coup des pores nucléaires qui vont permettre de faire des échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur, on a de la chromatine qui est décondensée sous forme de chromatine et d'hétérochromatine. On verra le concept ensemble un petit peu après. Et on a un nucléole, ok, un nucléole. Et puis on a cette membrane nucléaire sous forme d'enveloppe. Je vous ai expliqué en gros les grandes différences dans un dernier cours. Et puis le nucléole, pour faire simple, hein, c'est là où on va retrouver la chromatine, d'accord? Et c'est souvent en interface que la chromatine est décondensée et diffuse. On reverra ça dans le cours sur la mitose. D'accord? Vous faites à chaque fois les ponts logiques, n'hésitez pas à voir les fiches au fur et à mesure que je parle, hein, pour que ça soit toujours cohérent par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? On verra que bien sûr, l'ADN dans un prochain cours plus tard, c'est assez technique ça, on verra les concepts de réplication, de transcription, de réparation de l'ADN. Tout ça, ça nécessite de faire un cours magistral, je pense, pour chaque. Vous me direz, hein, dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse ça, d'accord? Alors, déjà, première chose, de manière très simple, pourquoi l'ADN est en double hélice? Dites-moi dans le chat si vous savez. En fait, la double hélice, c'est une structure qui est extrêmement solide, extrêmement viable et qui permet en fait de rendre une information gigantesque dans un minimum de place. C'est la structure qu'a trouvé du coup les cellules, l'ADN, enfin voilà, le génome, pour pouvoir se structurer de manière très efficace en un maximum d'éléments sur un minimum d'espace. C'est ça l'intérêt. Et du coup, il y a ce phénomène de compaction, de transmission et de protection, d'accord, qui est mis en place dans les chromosomes. Alors, on va aller un petit peu plus en détail au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Mais avant ça, il faut quand même qu'on aille encore plus loin, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hélice. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'hélice? Eh ben, on va regarder, il y a les nucléotides. On va regarder de comment tout ça est composé. Alors, pour faire simple, là, je vais aller à l'échelle du nucléotide, c'est-à-dire, en gros, je vais aller voir les petites barres ici, hein. La barre rouge, la barre jaune, la barre verte, la barre orange, qui est une représentation. Donc les nucléotides sont composés de la manière suivante. On a un groupement phosphate, d'accord, qu'on appelle aussi l'acide phosphorique, voilà, ici. Donc c'est un P avec 4 oxygènes, d'accord, donc c'est P4O-, okay. PO4 3-, PO4, PO4 3-, voilà. Normalement, c'est celui-là, hein, l'acide phosphorique. Ensuite, on a un sucre, donc, qui est un pentose, donc en fait un ribose. Hein. Et donc, on parlera d'ADN quand on parlera d'acide désoxyribonucléique, pardon. ADN, acide désoxyribonucléique, d'accord. Donc, c'est un désoxyribose, ça veut dire désoxy. Il manque un oxygène quelque part, d'accord. Et lorsqu'on parlera d'ARN, on parlera d'acide ribonucléique. C'est-à-dire que là, il y a un OH dedans, ok. Il y a un ribose à l'intérieur, ok. Ce sera en position 2, vous pouvez retirer ça tout de suite, comme ça c'est fait, hein. Au fur et à mesure du temps, on ferait que c'est quelque chose de très important. Donc on a un phosphate, un sucre qui est un ribose ou un désoxyribose et une base azotée qui peut être une purine ou une pyrimidine. On va voir bien sûr les différences ensemble, d'accord? Mais il faut déjà avoir la structure de ça. Alors on va aller dans le détail maintenant de chacune. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Donc je vous ai expliqué juste la différence entre ribo et désoxyribo. C'est sur la position 2. Ribo, c'est OH, et désoxyribo, c'est le H qui est en position 2. Il manque un oxygène, tout simplement, d'accord? Vous devez vraiment savoir, dans les QCM, identifier ça rapidement, pour pas vous faire avoir, d'accord? Je vous propose qu'on aille voir maintenant les différentes bases, histoire que ça soit extrêmement efficace dans votre tête assez rapidement. Donc les bases purines, on va retrouver notamment l'adénine, qui est ici. Donc l'adénine. Alors, pour l'instant, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur la nomenclature, mais il faudra le faire plus tard, d'accord?
Voilà. Donc vous devez juste retenir que c'est finalement deux cycles. Il y a deux cycles. Il y a beaucoup d'azote dedans. On a 4 azotes centraux et puis on a un amine qui se trouve à cet endroit-là. D'accord. Ensuite, si on essaie de comparer avec la guanine, on a la même structure, sauf qu'on va retrouver ici une fonction cétone avec une NH. Donc c'est presque limite une fonction amide. Voilà. Avec un NH2, donc un amine à cet endroit-là. Vous voyez un peu, vous faites les petits peu de différences. Le jeu des différences pour pouvoir apprendre, c'est la meilleure chose à faire. Dans la partie pyrimidine, en fait, c'est un seul cycle. Donc, du coup, c'est une pyrimidine. Et puis, on va retrouver donc une cétone ici. Alors, je mets cétone, mais c'est pas vraiment ça le terme. Hein. C'est juste pour que vous puissiez retenir les fonctions rapidement. On a un NH ici, on a un N central ici, et puis on a un NH2 qui est une amine ici. D'accord. Pour ce qui est de l'autre base de la pyrimidine, on a la thymine qui se retrouve non pas dans les l'ARN, mais dans l'ADN. D'accord, c'est ATCG. Et du coup, on a cette forme-là, voilà, avec un OH, on a un groupement ici, et puis on a l'uracile qu'on retrouvera ici uniquement dans les ARN pour le coup, d'accord. On verra plusieurs fois la nomenclature, vous inquiétez pas. Et puis, comme on a Paris, je vous l'ai dit, hein, A, ça va avec T, ça fait 2 liaisons hydrogène, on voit à peu près la structure que ça donne. Et puis, pour la guanine et la cytosine, et ben du coup, ça donne cette structure-là. Globalement, c'est ce que vous devez retenir. Il faudra y aller étape par étape pour pas vous tromper, d'accord. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la biologie moléculaire, sache que j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biologie moléculaire. Il y a plus de 27 modules de cours. Je sais pas si tu te rends compte de la quantité de travail. Aujourd'hui, on a notamment travaillé sur la structure d'acides nucléiques, nucléotides aux chromosomes. C'est une grande introduction à la biologie moléculaire. Une fois que tu maîtrises ça, tu peux aller sur les autres modules. C'est hyper important. Alors, tu as vu la manière dont c'est structuré. On a des cartes mentales pour aller beaucoup plus loin, bien entendu, que ce soit extrêmement détaillé, mais derrière, bien sûr, et c'est le but du jeu, tu vas retrouver des lexiques, tu vas retrouver des pièges classiques, des flashcards, des QCM, bien sûr, pour t'entraîner. Il faut absolument que tu maîtrises ça par cœur. La biologie moléculaire, il faut la maîtriser. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, c'est un parcours certifiant, donc tu peux relever des défis avec moi pour que je puisse t'accompagner face to face, vraiment, c'est le but du jeu. Réussir des examens, et puis obtenir par la suite une attestation de formation, certificat de réussite, bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je t'embête pas plus, je te laisse avec le cours magistral. Bon courage à toi! Alors, ce qui se passe, c'est que les nucléotides, ils ont plusieurs formes, d'accord. Ils peuvent être sous forme d'AMP, sous forme de GMP ou sous forme de UMP. Et il y en a encore plein d'autres, d'accord. Ça veut dire quoi? En gros, c'est lorsqu'on va AMP, c'est monophosphate, c'est-à-dire qu'on va rajouter qu'un groupement phosphate. Donc là, c'est les formes monophosphates. D'accord, on peut voir ça avec A, G, U, même le T et les autres. Il en existe pour tout. Et pour l'ADN, on va retrouver ça également de la même manière sous forme de monophosphate, d'accord, avec justement le phosphate là, et puis la base qui va bien, d'accord, la base qui va bien. Alors pour l'instant, on essaye de uniquement d'identifier, après on va commencer à rentrer dans le détail, mais là ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est que dans un premier temps, on a vu qu'il y avait un ADN sous forme de double hélice, un système de compaction avec des nucléosomes, des histones, ensuite un concept de chromatide, chromosome, télomère, centromère. Si déjà les mots-clés là, vous l'avez en tête, c'est vachement bien. Et ensuite, les concepts de nucléotides, c'est-à-dire le fait d'avoir un groupement phosphate, le fait d'avoir ribose, un désoxyribose, une base azotée, le nom des bases azotées, adénine, guanine, cytosine, thymine, uracile, et ben déjà, c'est déjà très bien. Maintenant, il faut quand même qu'on aille un peu dans le détail sur comment tout ça se structure. Dans la partie du double brin d'ADN, ce qu'il faut comprendre, c'est que la double hélice, elle possède un sillon majeur, un sillon mineur, et puis une charpente de type succophosphate. En fait, c'est ce qu'on voit dans la partie des nucléotides ici, là. C'est le phosphate et le désoxyribose ou le ribose. Et ben, c'est la partie du socle sucre-phosphate. Et la base azotée donne la particularité de l'ADN, la structure, l'identification, l'information génétique, si tu préfères. C'est comme ça qu'on pourra déchiffrer un peu plus tard, lorsque je ferai un autre cours magistral sur le génome, vous pourrez comprendre comment on déchiffre tout ça. Donc, une fois que tu as compris le concept du fait que tu as deux purines, adénine, guanine ensemble, il va falloir les apprendre à un moment donné de nomenclature, je vous les mettrai un peu plus tard. La pyrimidine, cytosine, thymine, on rajoutera l'uracile, bien sûr, pour la partie du coup ARN. Et puis, si tu as compris qu'il y a 2 liaisons hydrogène et 3 pour l'autre, franchement, déjà, tu as compris les 3/4 du truc. Alors, concernant la liaison phosphodiester, comment tout ça se met en place? En fait, la liaison phosphodiester, pour comprendre le concept, c'est comment s'enchaînent les nucléotides l'un par rapport aux autres pour créer la molécule d'ADN, d'accord? Donc, si j'essaie de zoomer un petit peu pour que vous puissiez comprendre le concept, ce qu'il faut imaginer, c'est que on a donc ce fameux sucre avec la base associée, la base azotée, et puis il va y avoir des liaisons qui vont se mettre en place. Et ben, ça se passe en fait entre le 3' OH d'un sucre,
celui qui est en haut par exemple, est le 5' phosphate du nucléotide suivant. Donc je prends le temps pour que vous puissiez comprendre ça, parce que ça c'est vraiment quelque chose de complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on prend un ribose, on a notre base, d'accord? Et puis en 3' OH d'un sucre, il va y avoir une liaison avec le 5' phosphate du nucléotide suivant, d'accord? Vous retenez ça et vous avez tout compris sur la liaison phosphodiester, d'accord? Qui dit phosphodiester dit deux fonctions ester, d'accord? Sur un phosphate. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut maîtriser assez rapidement et ça se fait aussi bien sur l'ADN que sur l'ARN, bien entendu, d'accord? Et donc du coup, grâce à cette liaison phosphodiester, on va créer un enchaînement comme ça de squelettes sucre-phosphate, 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 de 5' à 3', donc c'est des petits trucs de QCM, ça aussi. Et ça nous permet petit à petit de créer cette fameuse... en fait, ça forme dans un premier temps, comprenez bien ça, un premier brin d'ADN, juste un seul. Et puis ensuite, il va y avoir le deuxième brin qui va venir de façon complémentaire s'associer pour former cette double hélice, d'accord? Et c'est grâce aux liaisons justement hydrogène, d'accord? Donc A, T, 2 liaisons et C, G, 3 liaisons, que vous allez pouvoir avoir tous les éléments en tête, d'accord? Et ça va se structurer. Donc pour faire simple, hein, si on essaie de comprendre rapidement la différence, les grandes différences entre l'ADN et l'ARN, c'est que l'ADN, donc c'est désoxyribonucléique, ok, donc il manque un oxygène dans le, je vous rappelle, dans le ribose au niveau du 2, ok, donc ça sera un H et pas un OH, donc c'est un 2 ribose, quoi, 2' H ribose, si vous préférez essayer de retenir avec des éléments, des trucs chiffrés. Donc c'est ATCG, c'est bicaténaire, double hélice, d'accord? C'est extrêmement stable la molécule d'ADN et c'est présent dans le noyau. Il y a le mitochondrie bien sûr qui a son propre génome, dans les chloroplastes pour les cellules végétales, etc. Bref, c'est les cellules eucaryotes. Vous avez compris, d'accord? Et bien sûr, ça permet de stocker l'information génétique. Tout ça, c'est protégé dans le noyau. Pour l'ARN, c'est du ribose, donc c'est pareil, c'est en 2' mais c'est un OH cette fois, donc l'acide ribonucléique. AUCGT, CG, voilà. Donc on envoie le T par le U, tout simplement. C'est monocaténaire, d'accord? Il n'y a qu'un seul brin, donc c'est beaucoup moins stable, forcément. C'est présent dans le noyau, alors, sauf pour l'ARN messager qui va finalement migrer du noyau vers le cytoplasme, d'accord? Il est en phase de transition. Et puis, bien sûr, l'ARN sert pour notamment fabriquer par la suite les protéines. Donc du coup, on a la phase de transcription puis de traduction, d'accord? Donc c'est un moyen d'expression. Et on a plusieurs types d'ARN, mais ça ferait l'objet d'un autre cours. Mais juste pour rapidement, je vous explique. Hein. Dans l'ARN, on retrouve l'ARN messager, d'accord, qui porte le message génétique de l'ADN vers les ribosomes. C'est-à-dire en gros, on a un gène qui code pour une protéine. On va pouvoir le faire la transcription de ce gène-là pour le transformer en ARN messager, d'accord, afin que dans le cytoplasme, il soit pris en charge par des ribosomes dans le réticulum endoplasmique granuleux pour transformer ça à partir de la traduction en protéines. Voilà. Ça, c'est l'ARN messager. L'ARN de transfert, c'est un ARN qui est un petit peu particulier et qui permet justement, on va dire, de lire le code génétique. Donc, l'objectif, c'est de fabriquer les acides aminés. C'est l'ARN de transfert. On en fera un cours spécifique là-dessus, vous inquiétez pas. C'est assez technique. Voilà. Moi, j'avais pas compris ça en première année, perso. C'est assez dur. L'ARN ribosomique, donc c'est l'ARN qui structure les ribosomes, d'accord, qui permet justement d'avoir la grande unité ribosomale, la petite unité, pour ensuite s'assembler et faire finalement la lecture de la traduction pour pouvoir transformer notre ARN messager en protéines. Si on continue sur le concept de la double hélice d'ADN, donc je vous ai expliqué rapidement que vous avez un sillon majeur, d'accord, un sillon mineur, puis des paires de bases à l'intérieur, d'accord. On a deux brins qui sont dits polynucléotidiques, ok, enroulés en hélice droite. Ça, c'est des trucs de QCM, ok, et hélice droite. C'est le genre de truc que vous avez souvent ça, ok. C'est l'orientation. L'orientation, justement, on parle de brins antiparallèles, donc il y en a un qui est orienté 5', 3', tandis que l'autre est orienté 3', 5', d'accord? Voilà, forcément, ils sont complémentaires en opposé, d'accord? Les bases adoptées sont bien à l'intérieur, ok? À l'intérieur de la liste, pas l'inverse, d'accord? Faites bien gaffe à ça. Et concrètement, on a déjà vu comment tout ça s'enchaînait, mais ce qui m'intéresse, c'est le détail de l'hélice. Plus vite vous le retenez, mieux ce sera pour vous, d'accord? Grosso modo, le diamètre de 10, ça fait à peu près 2 nanomètres. Il y a 10 paires de bases partout, d'accord? Et c'est pas réellement hélicoïdal. C'est un piège classique de QCM. En gros, on parle de base par tour d'hélice et c'est pas de forme hélicoïdale. Ça ressemble à une hélicoïdale, donc une forme là, mais c'est pas exactement comme ça. Ok? Parce qu'en fait, si vous voulez, le tour, il est pas fait de façon symétrique. Lorsque je fais un tour, je peux pas refaire le tour. C'est comme si on avait un tour et demi, quoi. Ok? Pour faire simple, d'ailleurs, je vous ai mis le petit schéma. Vous avez, regarde,
Un tour, c'est 3,4 nanomètres. Donc, du coup, vous voyez, ça correspond pas à un tour complet. Enfin, c'est pas symétrique dans la forme. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir parler d'hélicoïdal. D'accord? Et la distance entre deux paires de bases, c'est 0,34 nanomètres. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des petits chiffres comme ça à retenir en plus, qui est l'inclinaison. Souvent, on vous donne 36 degrés par rapport à l'axe de l'hélice. D'accord? Voilà. Vous devez connaître, malheureusement, vous devez connaître pas mal de petits chiffres, dont ceux-là qui sont extrêmement sensibles, puisque dans les QCM, vous vous faites bombarder. Donc, si le prof, il vous donne des chiffres différents, bien sûr, vous apprenez les chiffres du prof, bien entendu, d'accord? C'est le but du jeu. Ok? Ça, c'est important. Alors, on peut regarder aussi un petit peu plus en détail sur l'orientation antiparallèle des brins. Je vous ai expliqué que, du coup, on a un brin gauche qui est 5', 3', qui est orienté vers le bas, et on a un brin droit qui est 3', 5', qui est orienté vers le bas, et du coup, à l'opposé, d'accord? En termes de structure. On parle d'antiparallélisme, d'accord? C'est important. Pourquoi? Parce que ça conserve l'ADN, puisque quand on va à un moment donné faire de la réplication de l'ADN, pour faire la réplication de l'ADN, il faut ouvrir cette double hélice, faut qu'elle se divise en deux brins complémentaires, d'accord? Ces deux brins-là, il y en a un qui va être lu pour la réplication, et l'autre, il peut être utilisé aussi ou pas, mais du coup, on dit qu'il est semi-conservatif, d'accord? Ça sera vraiment de la réplication de l'ADN. À pas confondre la réplication et la transcription. La réplication, c'est pour bien sûr passer d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN, tandis que la transcription, c'est pour lire le code d'un gène pour transcrire ça en protéines, d'accord? Via l'ARN messager notamment. Donc, vous confondez pas les deux concepts qu'on verra un petit peu plus tard, bien sûr, d'accord? En termes de, on va dire, d'échelle, ce que vous devez connaître. L'ADN, c'est environ 2 nanomètres, d'accord? Les nucléosomes, c'est 10 nanomètres. C'est de l'ADN qui est enroulé autour des histones. Les fibres de chromatine, c'est environ 30 nanomètres. C'est enroulé encore sur un empilement d'histones. Ensuite, on a des boucles de chromatine qui font 300 nanomètres. D'accord? C'est encore des boucles et des boucles. Et une chromatide, c'est 700 nanomètres. Et puis, un chromosome métaphasique, c'est 1,4 micromètres du coup. Ok? Alors, un petit peu plus dans le détail sur le niveau de compaction. Parce que là, ce que j'aimerais concrètement que vous puissiez apprendre, c'est les détails par niveau de compaction. En fait, je me dis que plus vite vous apprenez ça, plus vite vous allez comprendre tous les concepts qui s'enchaînent sur la biologie moléculaire, puisque il faut bien sûr maîtriser la molécule d'ADN et bien sûr aussi la molécule d'ARN pour comprendre ensuite le concept de transcription, de préparation, de réplication, etc. Maîtriser ce chapitre en priorité, d'accord? N'essayez pas d'enchaîner si vous connaissez pas d'abord ça, d'accord? Donc la double hélice, jusque-là, pas de problème, deux brins parallèles, on l'a dit plusieurs fois, 5', 3', diamètre de 2 nanomètres, d'accord? Ça, c'est la première échelle. Ensuite, on a l'enroulement autour des histones, ça formera un nucléosome. Donc, le nucléosome, retenez ça, c'est un concept d'ensemble d'histones plus d'ADN. Okay, on enroule de l'histone plus de l'ADN, ça fait un nucléosome. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'ADN s'enroule sur 1,65 tours, d'accord, autour d'un octamère d'histones. Octamère veut dire qu'il y en a forcément 8, d'accord? Il y a 8 types d'histones. On a H2A, H2B, H4, H3, etc. Moi, je me rappelle qu'en première année, je m'étais arraché les cheveux avec ça. Bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous apprenez ça pas tout de suite par cœur, ça n'a aucun intérêt, mais vous allez au fur et à mesure du temps, finalement, les retenir sans trop de difficulté si vous prenez le temps nécessaire d'apprendre ça. Moi, personnellement, c'est un chapitre que je mettais de côté, que j'ai appris très tard, genre moi mi-novembre, voire décembre, et c'était un petit peu tard. Donc plus tôt vous appréhendez ce chapitre-là, mieux c'est pour vous, ok? Donc octamère d'histone, ok? H2A, H2B, H3, H4, il y en existe bien d'autres. Sûr, l'objectif, c'est que vous comprenez que c'est une classe d'histone, c'est un type de protéine, d'accord, une protéine d'enroulement. Ça fait 10 nanomètres. Jusque-là, ça va. On continue sur l'enchaînement, et là, on va former des fibres de chromatine avec des nucléosomes qui commencent à devenir compactés. En fait, on fait un ensemble de nucléosomes. Moi, j'aime bien dire que c'est comme des... c'est quoi le terme? C'est quoi la pâtisserie? La pâtisserie qui ressemble à ça. Ok, les macarons, c'est ça, les macarons. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est stabilisé. Très important ça à retenir. Stabilisé par un histone qui s'appelle H1. Vous avez des différentes classes d'histones, autant les retenir, d'accord? Ça fait 30 nanomètres de diamètre, d'accord? Voilà. Ça l'intérêt qu'il faut comprendre. Et tout ça, bien sûr, ça va former par la suite la chromatine. Alors, avant qu'on fasse ça, on a d'abord des boucles de chromatine. Donc, des boucles de chromatine,
Donc c'est des vraies boucles, hein, comme si vous allez utiliser un fil, voilà, et vous avez des petites protéines comme ça qui vont permettre de faire de la structure dans un échafaudage. Vous embête pas trop avec ça, les protéines de scaffold. Je suis même pas sûr que vous allez voir ça en cours, mais à la limite, si on vous le dit, bah retenez-le. Et ça fait 300 nanomètres de diamètre, d'accord? Ça devient intéressant. Et puis ensuite, il va s'enrouler encore sous forme de solénoïde. Solénoïde, c'est le fait d'enrouler comme une bobine, d'accord? On enroule comme une bobine. Donc on a encore un super enroulement possible. Ça fait 700 nanomètres ça. Et lorsque cet enroulement est fait, on est sur une forme de condensation maximale et ça forme finalement une chromatide, d'accord? Cette chromatide, elle a donc 1400 nanomètres de diamètre, d'accord? Et après, je vous conseille bien sûr de retenir bien les concepts de conversion pour pas vous tromper. Et une chromatide va s'associer avec une autre chromatide pour former un chromosome. Et à l'intérieur, on va trouver le centromère, et tout ça, c'est relié par une protéine qui s'appelle le kinétochore, d'accord? Voilà. Donc on a ces deux chromatides sœurs, voilà, reliées ensemble par le centromère. Alors, il y a un mot souvent que vous confondez, c'est centromère et centrosome. Ça ressemble pas mal, hein. On avait vu dans un autre cours magistral, dans la biologie cellulaire, que le centrosome, c'est ce qui permettait, avec le fuseau mitotique, finalement, de pouvoir faire la mitose. C'est pas exactement la même chose. Okay, centrosome avec deux centrioles. Je sais pas si vous vous rappelez de ça avec le côté perpendiculaire. Le centromère, en revanche, c'est quelque chose qui permet de relier deux chromatides sœurs pour faire un chromosome. Retenez bien ça pour pas vous tromper dans les QCM, d'accord? En fait, ce serait vraiment dommage de vous tromper par rapport à ça. Alors, on va un petit peu plus loin sur le concept de la compréhension de la compaction, parce que c'est pas forcément si simple au premier abord. Je vous ai dit quoi? Pour compacter l'ADN, il te faut un certain nombre d'éléments. On a des histones, qui sont des protéines d'enroulement, d'accord? Ça forme des octamères, c'est-à-dire en gros on a deux fois le concept de H2A, H2B, H3, H4, d'accord? Et on a H1 qui fait la liaison pour stabiliser la grosse structure de fibres de chromatine, qui fait 30 nanomètres, d'accord? Et on a un autre concept qui s'appelle les protéines du scaffold, d'accord? Qui sont pas des histones, mais qui organisent la chromatine sous forme de boucle et qui tiennent ces structures en 3D. Donc, si on récapitule tout ça, concrètement, on a la double hélice qui fait 2 nanomètres, on a le nucléosome qui fait 10 nanomètres, la fibre de chromatine qui fait 30 nanomètres, les boucles de chromatine qui font 300 nanomètres, on a les solénoïdes qui font 700 nanomètres, la chromatide qui fait 1400 nanomètres, les chromosomes métaphasiques qui fait aussi la même taille, d'accord? Et concrètement, ça permet d'avoir un niveau de compactage assez important. Du coup, question, si je veux accéder à l'ADN, est-ce que c'est plus facile d'accéder à l'ADN sous forme de chromosome ou est-ce qu'il est plus facile d'accéder à l'ADN sous forme de double hélice? Si je veux toucher la double hélice, si je veux toucher l'ADN, il vaut mieux que ça soit compacté ou décompacté? Compacté ou décompacté? Eh ben, si je veux accéder finalement à l'ADN, j'ai deux solutions. Ces deux formes en fait de compaction, on appelle ça donc le chromatine, qui est une forme peu condensée, d'accord, qui est accessible finalement aux enzymes, qui permet justement aux enzymes qui vont être utiles, notamment si on fait la transcription, pour pouvoir tout le monde accéder à cette partie de code en fait qui est le gène, hein, une partie de gène pour pouvoir coder une protéine. Il faut que je puisse y avoir accès. Il faut pas qu'elle soit condensée, d'accord? Ça permet notamment de faire la transcription, la réplication, et puis accéder finalement à l'ADN si on a besoin de faire des choses avec. Donc, euchromatine, pour y avoir accès. L'hétérochromatine est une forme extrêmement condensée, donc du coup peu accessible, les gènes ne sont pas actifs, d'accord? Et ça permet justement d'avoir un rôle structural et protecteur. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que ça, c'est pour protéger l'ADN, c'est une forme de protection. Donc si j'essaie de réfléchir un petit peu, et que je suis par exemple dans le cycle cellulaire, donc je vous renvoie à pas mal de vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Dans le cycle cellulaire, on vous parle souvent à un moment donné de chromosomes qui vont à un moment donné se séparer, d'accord, pour former des chromatides sœurs, pour ensuite se diviser. C'est des formes qui ne sont pas accessibles. À un moment donné, dans le cycle cellulaire, il va être décondensé pour pouvoir y accéder, d'accord? Alors justement, par rapport à l'euchromatine, l'hétérochromatine, à un moment donné, si moi, en tant que biologiste, j'ai envie de travailler dessus, ok, en biologie moléculaire, il faut quand même que je puisse y avoir accès. Donc je vais essayer d'avoir peut-être certainement cette forme peu condensée pour y avoir accès. Et donc, pour cela, on appelle ça le concept de la dénaturation. La dénaturation, c'est le fait finalement de séparer notre double hélice en un morceau, d'accord? Donc on va essayer de casser en morceaux. Et ça, on peut le faire grâce à plusieurs systèmes. Premier point, c'est qu'en fait, en apportant la température, 90, 98,
bah, ça permet justement de séparer les brins. Également, on a des agents chimiques, l'urée, le formaldéhyde, etc., qui nous permet justement de séparer les brins, d'accord? Ce qu'on appelle le phénomène de dénaturation, d'accord? Ça, c'est un truc que vous devez avoir en tête, notamment lorsque vous ferez de la biologie moléculaire. Je vous le souhaite, hein, c'est super sympa. J'ai fait pas mal de stages, moi, en biologie moléculaire. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment intéressant, je trouve, les techniques. Ça, c'est dénaturer l'ADN. Donc, en gros, dans votre tête, vous avez le concept de chaleur, les pH et les agents chimiques. Vous pouvez retenir l'urée, le formaldéhyde si vous voulez. Et puis, du coup, ça permet de séparer les brins. Ok, en fait, ça permet de faire la rupture des liaisons d'hydrogène. Du coup, les deux brins deviennent indépendants et disponibles. À partir de là, on va essayer de trouver un moyen de les capturer pour pouvoir ensuite faire des tests. On parlera de PCR notamment, de RT-PCR. Ça, c'est un truc qu'on a vu beaucoup dans le Covid. Je pense que vous avez compris l'idée. On a aussi tout ce qui va être Sawtone blot, les puces à ADN, technique fiche, séquençage, tout ça, c'est des techniques que peut-être un jour je ferai des cours magistraux autour de ça. Mais là aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. C'est d'avoir un peu une overview de tout ça. Et puis ensuite, on a le concept d'hybridation d'ADN. Si je veux faire l'inverse maintenant, j'ai les deux brins disponibles, je veux les renaturer finalement, donc les hybrider, et ben je vais descendre la température, ok, entre 20 à 65 degrés. On verra, c'est tout un mécanisme en fait pour pouvoir les remanier de manière de manière forte, d'accord. Donc là, je vous mets des tranches de température. Dans votre tête, c'est uniquement on baisse la température. Bien sûr, on fera ça détail un peu plus tard. Et puis on va augmenter la force ionique. Pour cela, on a des agents qui permettent naturants, du coup, qui permettent de reformer ça. Et puis ça va vous permettre finalement de faire une hybridation pour rendre réapparier finalement les deux brins d'ADN en double hélice. Alors je vous ai dit, les facteurs qui influencent la dénaturation, c'est la température élevée, le pH extrême, soit acide, soit basique, des agents dénaturants, ok, on a l'urée, le formaldéhyde, et le SDS aussi, les faibles forces ioniques, ok. Ensuite, ce qui favorise l'hybridation en revanche, c'est les températures modérées et faibles, les forces ioniques élevées, l'absence d'agents dénaturants, et la haute concentration en séquence complémentaire. Bref, vous avez ça en tête à retenir le plus vite possible, comme ça vous vous trompez pas. Bon, pour l'instant, il y a des petites formules, effectivement, c'est des trucs qu'on peut utiliser pour calculer la stabilité d'un hybride. Pour l'instant, c'est pas l'objectif aujourd'hui et c'est pas votre vision de la biologie moléculaire dans un premier temps. Vous devez pas retenir ça, ok? Vous avez aussi pas mal de schémas qui vous sera représenté en première année, qui sont totalement inutiles quand vous en avez plein, et donc il faut sélectionner celui qui est utile. On va dire que j'ai sélectionné celui qui était pas mal, puisque là, en fait, concrètement, vous avez la fraction d'ADN sous forme de double brin. On comprend bien assez rapidement qu'en fonction du chauffage, du coup, on va avoir la dénaturation qui va se mettre en place. Et puis, lorsqu'on refroidit, on a une hybridation qui se met en place. 50% d'ADN en double brin, 50% en simple brin. D'accord? Avantage, c'est un phénomène réversible, pas irréversible. D'accord? On ne confond pas les choses. QCM, piège, classique. D'accord? Alors en biologie moléculaire, on verra un petit peu plus tard, mais il existe plusieurs types d'hybridation. Soit on fait homologue, c'est-à-dire ADN-ADN. L'idée, c'est de pouvoir en fait deux séquences parfaitement identiques, complémentaires, on va dire. Ok, stable. On a des hybridations hétérologues entre ADN et ARN. C'est pour avoir un ARN qui est complémentaire d'un brin d'ADN. C'est beaucoup moins stable, forcément, d'accord? À cause de ce fameux 2' OH. Et puis, on a des hybridations qui sont non spécifiques. En gros, c'est un problème d'appariement. Ils sont pas vraiment dans le même sillon, on va dire. Donc, c'est un problème d'appariement. On s'appelle un mésappariement. Donc, c'est une hybride qui est faible et qui est très instable. Et du coup, en général, quand on fait un lavage dans les techniques, il disparaît, d'accord? C'est parce qu'on le veut pas, forcément, c'est le but du jeu. Et donc, il existe plusieurs techniques. Vous verrez peut-être, si vous ferez de la biologie moléculaire un jour, de la PCR ou de l'RT-PCR, du Sawtone blot, d'accord? L'hybridation d'une sonde à marquer, d'accord? Les puces à ADN, super intéressant. Les techniques fiches, d'accord? Avec des techniques de sonde fluorescente. Et le séquençage de l'ADN, bien sûr. Un nucléotide contient une base azotée. Un nucléotide contient toujours un pentose. Un nucléotide contient au moins un groupement phosphate. Un nucléotide est constitué uniquement d'une base et d'un sucre. Les nucléotides sont les unités de base des acides nucléiques. ABCE, d'accord? Et effectivement, on est bon. Donc là, ce que vous devez retenir dans votre tête, c'est que le nucléotide, c'est une base, un sucre, un phosphate. Je pense. Un nucléotide contient au moins un groupement phosphate. Bah ouais, on n'a pas le choix, ok? C'est ce qui d'ailleurs distingue nucléotide, nucléoside, il n'a pas de groupement phosphate, d'accord? Voilà. C'est comme ça qu'on retient. Un nucléotide est constitué uniquement d'une base et d'un sucre? Non, d'accord? Ça, c'est le nucléoside.
Les nucléotides sont des unités de base des acides nucléiques. Oui, ça c'est normal, ok? C'est normal. C'est structurant, c'est normal. Concernant les bases, nucléosides et nucléotides. Un nucléoside associe une base et un pentose. Un nucléotide est un nucléoside phosphorylé. L'adénosine est un nucléotide, l'AMP est un nucléotide. Une base azotée isolée contient nécessairement un sucre. Donc un nucléoside associe une base et un pentose. Très bien, d'accord? Il n'y a pas de phosphate. Un nucléotide est un nucléoside phosphorylé. Oui? Vous voyez? À force de s'entraîner avec des petits QCM d'apprentissage, comme ça, vous allez être une bête de concours. L'adénosine est un nucléotide. Donc là, il y a une feinte, normalement. L'adénosine, c'est un nucléoside, je voulais dire. Et du coup, c'est l'adénine qui est la base azotée. D'accord? Faites bien gaffe à ça. L'AMP est un nucléotide. Alors, l'adénosine monophosphate contient un phosphate, c'est bien un nucléotide. Tout à fait. Une base azotée isolée contient nécessairement un sucre. Isolé. Pourquoi il aurait un sucre? Bah non, s'il est isolé. C'est une base seule. Il n'y a pas un sucre. Donc ça, c'est faux. Continuons encore une ou deux fois et après on enchaînera sur... Concernant les purines et les pyrimidines. L'adénine est une purine. La guanine est une purine. La cytosine est une pyrimidine. La thymine est une purine. L'uracile est une pyrimidine. Donc l'adénine, c'est bien une purine. La guanine, c'est bien une purine. La cytosine, c'est bien une pyrimidine. L'uracile, c'est bien une pyrimidine. Et du coup, la thymine, c'est une pyrimidine. Voilà. Ok. Pas de feinte technique. L'ADN contient normalement de l'adénine. L'ADN contient normalement de la thymine. L'ARN contient habituellement de l'uracile. La cytosine est présente uniquement dans l'ADN. La guanine est présente dans l'ARN et dans l'ADN. C'est plein de petits QCM comme ça, où en fait il faut pas se tromper entre ADN et ARN en termes de base azotée, d'accord? En fait, vous avez juste peut-être un truc à retenir. L'uracile, c'est le seul, ok, qui est présent dans l'ARN, et la thymine, c'est pareil, c'est le seul qui est présent dans l'ADN, donc du coup le reste est commun, d'accord? Concernant l'organisation générale de la double hélice d'ADN, l'ADN cellulaire est généralement constitué de deux brins. Les deux brins sont complémentaires, les deux brins sont parallèles, les bases sont situées vers l'intérieur de l'hélice, les phosphates sont situés vers l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? A, B, D, E. Ok? Bravo, bravo, bravo. Effectivement, donc l'ADN, c'est sous forme de double hélice, deux brins antiparallèles dans le noyau, pas de problème. Les deux brins sont complémentaires, ok. Les deux brins sont pas parallèles, mais antiparallèles, je l'ai dit à plusieurs reprises, d'accord. En fait, leurs orientations sont opposées. On a parlé de 5' 3' et 3' 5', d'accord. Les bases sont situées vers l'intérieur de l'hélice, je l'ai dit, tandis que les phosphates sont vers l'extérieur. Les phosphates, finalement, vous voyez, c'est les groupements avec des O-, ok. Donc ça veut dire qu'ils sont hydrophiles. Donc ils vont réagir avec le milieu aqueux. Donc il peut y avoir des hydrogènes, des choses comme ça qui vont venir se mettre ensemble. On aime bien, par exemple, avoir l'ADN dans un milieu aqueux, d'accord? Après, on pourra le faire précipiter, on pourra le voir. C'est possible de voir de l'ADN. Il suffit de le précipiter, le concentrer, le précipiter. Tout ça, c'est technique qu'on verra un peu plus tard si vous voulez. Concernant l'antiparallélisme, un brin peut être orienté 5', 3'. Un brin complémentaire est alors orienté 3', 5'. Les deux extrémités 5' sont nécessairement situées du même côté. L'antiparallélisme est important pour l'action des polymérases. Les deux séquences complémentaires peuvent être écrites dans le même sens sans transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? On propose ABD. Bien joué, c'est ça. Alors effectivement, si un brin est orienté 5', l'autre est orienté 3', 5'. Les deux extrémités sont pas du même côté, c'est à l'opposé. Donc ça fait 5', 3', et l'autre ça fera 3', 5'. L'antiparallélisme, c'est important pour les polymérases. L'ADN ou l'ARN polymérase sont deux concepts différents, d'accord, qu'on verra dans un autre cours. Et là, concrètement, c'est très important pour savoir l'orientation. Comment l'enzyme va fonctionner, d'accord? Deux séquences complémentaires peuvent être inscrites dans le même sens. Bah non, il faut absolument que ça soit complémentaire. On peut pas le faire, d'accord? C'est inversé. Encore un QCM sur cette thématique et on enchaîne. Concernant la complémentarité des bases, l'adénine s'apparaît avec la thymine, la cytosine s'apparaît avec la guanine, une purine s'apparaît avec une pyrimidine, l'adénine s'apparaît normalement avec la cytosine. La séquence d'un brin permet de déduire celle de l'autre. A, B, C, E, ok?
ABCE, très bien. Donc l'adénine, ça s'appareille avec la thymine, ATCG. En fait, dans ma tête, c'est ATCG. Donc AAT, CG, donc AT c'est 2 et CG c'est 3. Purine s'appareille avec une pyrimidine, ouais. L'adénine s'appareille normalement avec la cytosine. Non, c'est laquelle? Ça parie. Ça forme pas de paire, donc c'est pas AT, c'est AT et CG. Donc ça fait pas A et C. Ouais. En fait, c'est une mécanique que vous devez avoir rapidement en tête pour pas vous tromper. Et si on a un brin, on peut déduire celle de l'autre, forcément, parce que c'est complémentaire. C'est hyper pratique, ça. Alors, concernant la dénaturation de l'ADN, elle sépare les deux brins de l'ADN. Elle rompt principalement les interactions non covalentes. Elle coupe systématiquement les lésions phosphodiester. Elles peuvent être provoquées par la chaleur. Elle est toujours réversible. Ok. ACDE, voyons. Ah, il y a un petit truc qu'il faut revoir. Ah, faut qu'on regarde ça. Alors, elle sépare les deux brins de l'ADN. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle la dénaturation. Ça sépare les deux brins. Hein. Elle rompt principalement les interactions non covalentes. Non, c'est les liaisons hydrogène qui vont être rompues. Ok. Les liaisons covalentes, c'est celles qui constituent la molécule d'ADN. Du coup, si on rompt les liaisons covalentes, on détruit la molécule d'ADN. On veut pas détruire la molécule d'ADN, on veut la garder. On veut juste la séparer. Donc du coup, on va rompre en fait les liaisons hydrogènes, les liaisons faibles. D'accord? Ensuite, elle coupe systématiquement les liaisons phosphodiester. Bah justement, c'est pareil. Les liaisons phosphodiester sont les liaisons fortes. Du coup, non, il faut pas le faire. Il faut absolument conserver le squelette. D'accord? Faites bien gaffe à ça. Elle peut être provoquée par la chaleur, oui. Au-delà de 90 degrés, c'est bon. C'est bien dénaturé, ça fonctionne très bien, ce qu'on appelle la dénaturation thermique. D'accord. Ensuite, elle peut être toujours irréversible. Ah non, on a dit quoi? Que c'était possible. C'est réversible, je dis à plusieurs reprises. D'accord. Ça peut être réassocié sans problème. Mais par contre, il faut avoir les bonnes conditions. D'accord. Voilà. On baisse la température, on enlève les agents dénaturants et c'est bon. Concernant les facteurs de dénaturation, une température élevée peut dénaturer l'ADN. Un pH extrême, donc soit acide, soit basique, peut perturber l'appariement des bases. L'urée peut favoriser la dénaturation. Une forte complémentarité favorise la dénaturation. Une faible force ionique peut réduire la stabilité. ABCE, d'accord. ABC, ok. Alors, effectivement, une température élevée peut dénaturer l'ADN, d'accord, ça c'est évident. Un pH extrême peut perturber l'appariement, oui, évidemment. L'urée peut favoriser la dénaturation, on l'a dit, hein, l'urée ou formaldéhyde. Formamide, formaldéhyde, il y a plusieurs types, hein, il y a plusieurs noms. Une forte complémentarité favorise la dénaturation. Ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est juste que qu'une forte complémentarité favorise la dénaturation. Cet item n'a aucun sens. Dans le sens, ouais. Une faible force ionique peut réduire la stabilité. D'accord, on l'a vu ça aussi, effectivement. D'accord, moins d'ion, moins stable, c'est logique. Alors, concernant la nécessité de compacter l'ADN. L'ADN d'une cellule humaine mesure environ 2 mètres. Le noyau possède un diamètre de plusieurs mètres. La compaction permet de faire tenir l'ADN dans le noyau. La compaction participe à la protection de l'ADN. La compaction est uniquement mécanique. Mécanique? C'est étrange cette affaire. ACD. Ouais, on avait dit que c'était 2 mètres, effectivement. Okay. On va pas confondre avec les 2 nanomètres qui correspondent au diamètre de l'hélice. D'accord? Voilà. Mais la longueur totale d'ADN nucléaire est supérieure au diamètre du noyau de 2 mètres d'ADN environ. D'accord? Voilà. Le noyau possède un diamètre de plusieurs mètres. Ah bah non, c'est quelques micromètres, c'est visible uniquement au microscope, on peut pas se tromper là. Compaction permet de faire tenir l'ADN dans le noyau. Bah ça c'est vrai, hein. Forcément, c'est un gain de place. La compaction participe à la protection de l'ADN. On l'a vu effectivement, en hétérochromatine, ça permet de protéger le génome. Et la compaction est uniquement mécanique. Non, on a vu qu'il y avait des trucs hyper chauds, genre on avait vu qu'il y avait des histones, des nucléosomes, des trucs comme ça, donc des mécanismes enzymologiques, pas mécaniques. Voilà. Donc non. Concernant la chromatine, elle associe l'ADN à des protéines. Les histones sont des composants majeurs de la chromatine. La chromatine peut contenir des protéines non histones. La chromatine existe uniquement pendant la métaphase. La chromatine peut influencer l'expression des gènes. ABCE. L'ADN nucléaire, il n'est pas entièrement libre. Ok, en fait, il forme un complexe nucléoprotéique. D'accord? En fait, il associe toujours l'ADN à des protéines. Ça, c'est un truc que vous devez avoir en tête. D'accord? Ensuite, bien sûr, les histones sont des protéines d'enroulement, participent à la chromatine sous forme de nucléosomes. D'accord? Donc, je répète, l'ADN plus histone forment des nucléosomes. D'accord?
Si vous préférez, c'est, je l'ai oublié encore, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Les macarons! Les macarons, voilà. La chromatine peut contenir des protéines non histones. Oui, on avait vu qu'il existe d'autres types de protéines. Alors, c'était des protéines de scaffold, c'est ça? Ouais. La chromatine existe uniquement pendant la métaphase. Non, alors en fait, ça existe pendant tout le cycle cellulaire avec des degrés de condensation variables, d'accord? Il y a juste un moment donné, on reverra le cours sur la mitose, sur le cycle cellulaire, qu'à un moment donné, il est entièrement décondensé, euchromatine, et une forme extrêmement condensée, l'hétérochromatine. La chromatine peut influencer l'expression des gènes, bien entendu. Sa forme dépend de l'activation des gènes, d'accord? D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. On a besoin de la forme euchromatine pour accéder aux gènes. Important. Pour l'instant, vous vous en sortez pas trop mal. Hein. Niveau compaction, on va faire encore un petit peu ça, et puis les deux derniers, puis ça revient. Concernant, concernant les niveaux supérieurs de compaction, ils commencent au-delà de l'organisation nucléosomique. Ils participent à la compaction d'ADN. Ils sont identiques dans toutes les cellules à tout instant. Ils participent à la régulation de l'expression génique. Ils permettent la formation de chromosomes mitotiques. On propose ABDE. Mince. ABD. Il y a un truc qui vous revoit. Le nucléosome constitue le premier niveau. Donc, on a les boucles et les domaines qui correspondent au niveau supérieur. D'accord? Ça, c'est après. Il participe à la compaction de l'ADN. Oui, bien sûr. D'accord? Compaction qui est progressive, on l'a vu ensemble. Ils sont identiques dans toutes ces cellules à tout instant, mais bien sûr que non, ça varie en fonction de ce qui se passe, hein, l'activité génétique ou le cycle cellulaire. Hein. Chaque cellule n'est pas au même stade. Hein. Ils participent à la régulation de l'expression génique, bien sûr, puisqu'on a besoin d'y avoir accès, notamment en forme euchromatine. Ils permettent la formation des chromosomes mitotiques. Oui, en fait, on parle soit de chromosomes métaphasiques, d'accord, ou de chromosomes mitotiques, d'accord. Donc, on doit le rajouter normalement, d'accord. Concernant l'euchromatine, elle est relativement décondensée. Elle est généralement plus accessible aux facteurs de transcription. Elle est toujours transcriptionnellement active. Elle contient souvent de nombreux gènes. Elle est généralement répliquée plutôt précocement. Commence à avoir peut-être deux mots-clés qui commencent à apparaître. Donc, au bout d'un moment, une fois que vous avez retenu le cours là, dire le global, vous allez retenir les autres cours qui arriveront à la suite. Vous reviendrez sur ce fait de condensation et décondensation au fur et à mesure de vos révisions. D'accord? A, B, D. On va me dire ABD. Ok, admettons que c'est ABD. ABDE? Bon, AB2. Bon, ok, d'accord. AB2. D'accord. Le chromatine possède un degré de compaction généralement plus faible que l'hétérochromatine. On l'a vu ensemble, oui. Elle est généralement plus accessible aux facteurs de transcription. Oui, les protéines régulatrices peuvent accéder plus facilement à l'ADN si c'est peu condensé, d'accord? Est toujours transcriptionnellement active. Le chromatine, une région accessible peut rester inactive si les facteurs nécessaires sont absents. En fait, accessible ne veut pas forcément dire actif. C'est une fin classique de QCM. Ça, typiquement, vous aurez pu me vrai, d'accord? Ok, donc faites bien gaffe à ça. C'est pas parce que je suis peu condensé que je suis forcément actif. Voilà. Elle contient de nombreux gènes, c'est évident, hein, cette phase-là est extrêmement importante. Hein. Si on veut pouvoir faire des protéines, il faut y avoir accès sous forme de euchromatine. Généralement répliquée plutôt précocement. Oui, l'idée c'est d'avoir des réplications précoces, d'accord, en phase S, phase de synthèse notamment. Concernant le chromosome métaphasique, il est fortement condensé. Il est généralement constitué de deux chromatides sœurs. Chaque chromatide contient une molécule d'ADN double brin. Il possède nécessairement 4 molécules d'ADN et sa condensation facilite sa ségrégation. ABCE, ok. C'est ça. La condensation est maximale ou presque maximale pendant la métaphase. D'accord? Ça c'est logique. La réplication de l'ADN a lieu avant la mitose, donc on a un chromosome qui est bichromatidien. C'est comme ça qu'on donne le nom, hein, d'accord? Avec deux chromatides sœurs. Chaque chromatide contient une molécule d'ADN double brin. C'est évident. Hein, une chromatide, c'est un ADN double brin. D'accord? Il possède nécessairement 4 molécules d'ADN. Non, un chromosome métaphasique classique possède 2 chromatides et donc 2 molécules d'ADN. D'accord?
sa condensation facilite sa ségrégation, pardon. Effectivement. Permet son déplacement sans enchevêtrement excessif. Ségrégation facilitée. Voilà. Je pense que c'est pas mal en termes de QCM pour démarrer. Et c'est chaud comme QCM, ça. C'est vraiment des QCM de niveau 1. On applique immédiatement le cours, il n'y a pas de feinte hein, sur ce truc-là. Les QCM un peu plus techniques, vous voyez, c'est quand on arrive un peu plus par là, on commence à avoir des... Oh, par exemple celui-là, waouh. Par exemple, la notation 7Q31 indique la région du bras long du chromosome 7 typiquement. Vous voyez? Ça, je l'ai pas fait en QCM pour le moment. Ça, c'est pour ceux qui s'entraînent un peu plus en détail. C'est juste pour vous dire que plus on avance, plus c'est technique, ok? Si bien sûr tu vas aller beaucoup plus loin, j'ai créé un cours complet rien que pour toi qui s'appelle Tout savoir sur la biologie moléculaire. C'est un parcours qui est certifiant, c'est-à-dire que concrètement tu as des défis à réaliser avec moi, donc c'est vraiment un accompagnement derrière. Et derrière aussi, il y a des examens à réaliser pour que tu puisses par la suite avoir une attestation de formation, un certificat de réussite, bref. Tout ça, je te mets en description de cette vidéo si tu as besoin d'en savoir plus. Et si tu veux me contacter pour aller beaucoup plus loin ou avoir des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à me le faire à contact@tonprofnt.com. C'est extrêmement important, ce sont des parcours qui sont extrêmement bien adaptés pour les étudiants qui font notamment des reconversions professionnelles, des passerelles, où justement tu veux valoriser ton CV tout en préparant ton concours de première année. Tout ça est indiqué en description. Si tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas. Moi, je te retrouve pour un prochain cours magistral. J'espère que ça t'a plu. C'est pas évident forcément. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, bien sûr, à suivre l'affaire. À très vite. Ciao.